je m'appelle Ouria Boutelja, je fais partie d'un collectif de femmes organisateurs de la Marche de la Dignité qui va avoir lieu le 31 octobre prochain. Sinon, je suis également membre du Parti des indigènes de la République. Alors, pourquoi avoir organisé cette marche ? Pour plein de raisons. La première, c'est que au mois d'octobre prochain, fin octobre en tout cas, on va commémorer les 10 ans de ce qu'on a appelé les émeutes de quartier ou les révoltes de 2005. Et c'est important pour nous que notre parole ne soit pas confisquée. On a l'habitude, lorsqu'il y a des commémorations de ce genre, que l'ensemble du personnel politique, les observateurs, des organisations qui ne sont pas forcément sur le terrain, s'accapare la parole officielle. Or là, il nous a semblé que c'était un rendez-vous qu'on ne pouvait pas rater. Voilà. C'est parce que pour nous, les révoltes de 2005 ont été un moment fondamental, un moment politique crucial, qui a déterminé beaucoup de choses et qui a été aussi révélateur des grandes crises que traverse la société française. Voilà. Et donc pour nous, il était absolument primordial d'imposer une parole qu'on considère comme légitime parce que émanant de milieux, d'associations, de collectifs qui agissent depuis très longtemps sur le terrain, au moins depuis ces 10 dernières années, et parfois avant. Et c'est important que ces paroles apparaissent. Ça ne sera certainement pas la seule, on ne prétend pas à l'exhaustivité, ou en tout cas à la seule légitimité, mais en tout cas nous serons une des paroles collectives qui va apparaître et qui va occuper le terrain ce 31 octobre prochain. Qu'est-ce qui a changé depuis 2005 ? Si j'étais pessimiste, je ne dirais pas grand-chose. Parce qu'effectivement, la situation sociale de ce pays est catastrophique. Sur le plan national comme sur le plan international, et il n'y a pas de quoi être optimiste réellement. Pour autant, je pense qu'il faut quand même prendre en compte le fait qu'il y a des générations de militants qui apparaissent, qui naissent, qui agissent. Il y a une conscience politique nouvelle qui a cette particularité qu'elle s'instruit du passé, qu'elle n'est pas aussi spontanée que ça, dans le sens où il y a une vraie culture militante, politique, qui est en train de naître sur la base, en fait, des héritages historiques. Dans cette marche, alors ce qu'on met à l'honneur en quelque sorte dans cette marche, ce sont les crimes policiers. Parce que pour nous, c'est la pointe avancée du racisme d'État. Donc ce que nous, on va mettre en cause de manière centrale dans cette marche, c'est les crimes et les violences policières. Les émeutes de 2005, mais comme celle de Vaux-en-Velin une décennie plus tôt, elles sont motivées à chaque fois par des violences policières. Donc c'est une marche contre les crimes policiers. C'est une marche, pas seulement une marche pour la dignité, parce que pour la dignité c'est quelque chose de plus profond, qui peut sensibiliser. Alors c'est important, hein, c'est un sujet dramatique, c'est un sujet, le sujet des crimes policiers. Mais la question de la dignité, c'est vrai, déborde très largement ce sujet des crimes policiers et peut concerner beaucoup plus de monde. Elle déborde pas, elle l'incarne. Ce que je veux dire, c'est que les crimes policiers, c'est la pointe avancée de ce que nous on appelait le racisme structurel, le racisme d'État dans le texte qui sert de lancement à la marche. Ce qu'on pointe en plus, c'est la négrophobie, la homophobie et l'islamophobie qui sont aujourd'hui les principaux racismes d'État. D'accord ? Lorsque je dis que la dignité incarne cette marche, c'est qu'effectivement, le racisme abîme. Le racisme crée du mépris pour soi-même. Et ce qu'on dit par l'affirmation de la dignité, c'est qu'en réalité, nous restons debout. Et Nasser Aghenif l'a dit lors du meeting qu'on a organisé au mois d'octobre prochain, la dignité... Dernier, pardon. La dignité, c'est quelque chose qui s'affirme. Et là, on est dit que malgré l'oppression qui est la nôtre, malgré les crimes policiers, malgré la hogra, malgré le racisme structurel, malgré l'exclusion sociale, malgré le fait que nous sommes toujours l'objet d'offensives médiatiques, qui attaquent les Roms, les Noirs, les musulmans, pour ce que nous sommes, c'est notre humanité qui est mise en cause, eh bien nous sommes là et nous affirmons notre dignité. C'est pour ça que je pense
qu'il faut prendre en compte un saut qualitatif qui a été fait par rapport aux années 80. Alors on se revendique de la marche de 83 qui a aussi été un moment historique fondamental. Donc c'était la question que j'allais vous poser justement. Donc en 1983, donc une marche pour l'égalité a été organisée, malheureusement rebaptisée en marche des beurs, ce qui a tronqué la lecture historique qu'on a pu faire de cette marche. Donc vous vous inscrivez, le comité organisateur de la marche pour la dignité s'inscrit clairement sur les traces de cette marche de 1983. Évidemment, parce que nous sommes des héritières. Comme je le disais tout à l'heure, on ne vient pas du néant. Et cette marche a été un moment structurant, parce que pour la première fois, des jeunes issus d'immigration postcoloniale, c'est-à-dire la première génération après les ouvriers, affirmaient son droit à être des citoyens comme les autres. Alors rappelons que cette marche elle a eu lieu également après des crimes policiers. D'accord ? Et à l'époque, c'était à la fois des crimes policiers et des crimes racistes. Voilà. On s'inscrit dans cette marche, elle s'appelait la marche pour l'égalité. On assume cet héritage, mais je disais tout à l'heure qu'on a passé un saut qualitatif, entre guillemets, dans la mesure où on est passé de l'égalité à la dignité. Alors l'égalité, c'est très bien, c'est-à-dire qu'on demande finalement à être des Français comme les autres, ce qui est déjà une revendication très forte. La dignité, c'est encore autre chose. La dignité, c'est au final affirmer notre humanité, et c'est plus fort que de vouloir simplement être des citoyens comme les autres. Est-ce que d'une certaine manière, la dignité est censée être première avant même la question de l'égalité, car la dignité humaine est un droit fondamental, universel et individuel. En tant que personne, nous avons cette dignité humaine. Est-ce que vous considérez que le fait de descendre dans la rue, de manifester, de marcher pour la dignité, c'est finalement revenir en arrière par rapport à la question de l'égalité? Autrement dit, est-ce que la question de la dignité est première par rapport à celle de l'égalité? Moi, je pense qu'elle est supérieure à celle de l'égalité, parce que demander l'égalité, encore une fois, c'est une vraie revendication. Simplement, elle nous cantonne dans le territoire de l'État-nation. On demande l'égalité par rapport aux autres Français, dits de souche. Sauf que nous, notre territoire politique, c'est pas forcément l'État-nation. Par exemple, on voit aujourd'hui qu'on n'accorde pas le statut de réfugié à un tas de personnes qui sont des exilés et qui viennent en France, notamment en Europe, parce que ils sont les victimes de l'ordre impérialiste dont la France est partie prenante. Donc cet État-nation impérialiste, nous, on a envie de dire, mais écoutez, c'est pas notre territoire politique. Et c'est pour ça que la dignité, je disais tout à l'heure, que la dignité déborde. Nous sommes solidaires des peuples qui sont aujourd'hui opprimés. Il y aura lors de la marche la présence d'associations qui vont représenter les réfugiés. Donc si vous voulez vraiment, c'est une marche politique au sens très fort. On ne se contente pas de vouloir être des occidentaux comme les autres. Voilà. Le comité d'organisation est composé exclusivement de femmes. Faut-il y voir un sens particulier? Bien entendu. Il faut y voir deux sens. Le premier, c'est que les femmes, celles qui subissent à la fois le racisme et l'oppression sociale, et par ailleurs l'oppression de genre, donc des oppressions multiples, eh bien les femmes, à cause de cette condition, elles sont aux premières des luttes dans les quartiers populaires. Et c'est quelque chose qui n'est pas su, qui n'est pas dit, qui est invisibilisé. Les femmes sont celles qui portent leur famille. Lorsque les crimes policiers visent essentiellement les hommes. Bien, qui est là pour soutenir la famille? Qui est là qui est là pour suivre les dossiers? Qui est là pour animer les collectifs? Les sœurs, les mères. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qui est complètement oublié. Voilà. On veut rendre hommage à nos mères et à nos sœurs qui luttent depuis 40 ans. 40 ans sur ces questions-là. On veut les mettre à l'honneur, et c'est pas simplement les mettre à l'honneur, simplement dire le réel. Le réel, c'est que les femmes sont au devant des luttes les plus dures contre le système, contre le racisme d'État. La seconde raison, elle est que les femmes issues d'immigration postcoloniale sont l'objet d'instrumentalisation idéologique. On utilise les femmes contre les hommes des quartiers populaires. Les hommes qui seraient particulièrement sexistes,
qui seraient l'incarnation d'un patriarcat particulièrement abominable. Vous avez des exemples à nous donner J'ai des exemples. Il y a 10 ans, l'offensive Ni pute ni soumise, soutenue par le Parti Socialiste, soutenue par le Parti Communiste, c'est à l'occasion de soutenue par la droite, c'est ça, soutenue par la droite, qui ont été un peu les faire-valoir de la politique de l'État. Donc nous, aujourd'hui, on est comme un espèce de boomerang. Voilà. Il y a eu des femmes, on a instrumentalisé, l'État, les institutions ont instrumentalisé des femmes non blanches contre leur communauté pour être les complices d'une politique répressive et raciste, il faut le dire très clairement, islamophobe particulièrement. Nous arrivons 10 ans après et nous disons, nous sommes l'antithèse de Ni pute ni soumise. C'est-à-dire que là où il y avait une association qui soutenait la politique du pouvoir, il y a aujourd'hui un collectif qui se positionne très clairement contre le pouvoir. Beaucoup de personnes ne croient plus en l'efficacité et l'utilité des manifestations, des rassemblements. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre ? Je leur réponds qu'on n'est pas des magiciens et qu'on fait avec les moyens du bord. Qu'ils nous disent, tous ceux qui pensent qu'il y a d'autres moyens, nous on leur dit, dites-nous. Dites-nous, qu'est-ce qui est mieux que... entre autres, parce qu'évidemment il n'y a pas que les manifestations de rue, mais une manifestation de rue massive, avec un discours politique maîtrisé, avec une véritable orientation, avec de véritables revendications qui fait converger un tas d'associations des quartiers qui sont par ailleurs autonomes. Parce que j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, mais notre événement se fait en toute autonomie. Hein. Celles qui dirigent et les associations qui soutiennent juste derrière, parce qu'en fait, on a fait en sorte d'assurer une autonomie par rapport au champ politique français, c'est-à-dire qu'en réalité, on a des soutiens. Qui, par exemple, des syndicats on a par exemple le NPA, on a Ensemble, hier on a eu la signature d'Europe Écologie Les Verts. Ils seront présents avec leur slogan, enfin leur... Ils sont présents, ils sont avec leur banderole. Je dis simplement que notre autonomie, elle est garantie par le fait qu'ils ne sont que soutiens. Ils ne sont pas décideurs, c'est nous qui décidons de l'orientation politique et ils ne sont pas avec nous dans les réunions. Donc en réalité, ils soutiennent de l'extérieur alors que traditionnellement, on a été habitués, nous, à suivre les autres. Là, c'est l'inverse. On affirme nos priorités, le racisme d'État, c'est quand même pas rien. Et derrière, on a ceux on a des organisations politiques qui disent, en fait, ils ont raison et on est d'accord avec ces priorités-là. Ça veut dire que eux viennent sur le terrain que les associations d'immigration et notamment le collectif des femmes a imposé comme priorité. Et c'est ça qui est nouveau. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Et c'est ça, au final, créer du rapport de force. Je crois savoir qu'il y aura la présence d'Angela Davis à cette marche. En tous les cas, elle soutient pleinement votre action. Peut-être dire un mot sur qui est Angela Davis et à travers elle, est-ce que vous avez cette ambition de donner une dimension extranationale à cette marche, en gros une mobilisation pour la dignité humaine qui pourrait interpeller l'opinion internationale ou d'autres pays? Angela Davis est la marraine de la marche. C'est une personnalité internationale, c'est une figure de la lutte antiraciste aux États-Unis. Pour nous, c'est un honneur incroyable qu'elle soit la marraine de cette marche, mais en même temps, c'est pas un hasard, puisqu'en fait, finalement, elle nous a reconnus. C'est ça que ça signifie. Ça signifie que les femmes, et Amel Bentounsi en particulier, j'en ai pas parlé, mais Amel Bentounsi est la militante qui a lancé la marche de la dignité, qui est la sœur d'une victime de crimes policiers. C'est elle qui est la porte-parole de la marche de la dignité. Eh bien, j'ai envie de dire que Angela Davis a reconnu sa sœur. Elle a reconnu une sorte de condition. Elle a reconnu, alors qu'elle vient d'un autre pays, elle a reconnu une similitude de conditions. Et effectivement, il faut le souligner, on a passé une année où on a déploré les crimes policiers aux États-Unis, à Ferguson notamment, par exemple à Baltimore, et là, on ne peut que se reconnaître. Et Angela Davis, elle est avec nous, c'est pas par hasard, c'est parce que, au final,
nous sommes face au même problème. Et les femmes en particulier sont face, aux États-Unis c'est pareil, c'est elles qui sont, qui sont les meneuses des manifestations. Avec tout ce qui se passe en France, les discriminations, l'islamophobie, on en parlait, comment vous vivez en tant que femme votre appartenance nationale? En gros, est-ce que vous vous sentez française dans ce contexte? Je crois pas que je puisse répondre d'un point de vue subjectif. Ce que je veux dire, ce que je suis ou ce que je ne suis pas, au final, n'a que très peu d'importance. Moi, ma question, c'est est-ce que la France me considère comme française? À la question qu'on nous pose souvent, aimez-vous la France? Je réponds, est-ce que la France nous aime? C'est ça la véritable question. Parce que sociologiquement, je suis avec vous, vous-même vous êtes d'origine maghrébine je pense, vous parlez français comme moi, je pense qu'on maîtrise le français, on a des référents français, nous ne sommes ni chinois, ni turcs, ni je sais pas, népalais, hein, donc on est français au sens sociologique du terme. Que faire de plus pour prouver que nous le sommes? Je veux dire, là, à un moment donné, la question, elle ne dépend pas de moi, elle dépend d'un projet politique qui pourrait être le nôtre et qui nous fera advenir comme des citoyens ou des humains comme les autres. Hein, d'accord? Et je ne pense pas que, en soi, nous devons nous projeter dans un horizon, si vous voulez, pour devenir des Français. Moi, je ne crois pas que ce soit ça l'objectif politique qui est le nôtre. Encore une fois, devenons les citoyens d'une société juste. Français ou pas français, c'est pas mon problème. Voilà, devenons les citoyens d'une société, d'un État, d'un territoire qui cesse d'opprimer les peuples du Sud. C'est ça, moi, mon objectif politique. C'est pas devenir française. Je trouve que devenir française, finalement, c'est une ambition assez médiocre. Voilà. Merci, Houriya Boutelja. Merci.